Ce que Donald Trump a dit, vous savez, à propos de cette coalition de la paix, peu importe ce que c'est, je ne sais pas, quelque chose autour de la paix qu'il rassemble. Et voici ce qu'il a dit à propos des bombardiers B-2. L'essentiel, c'est quand nous avons pris ces avions magnifiques, splendides, et que nous en avons simplement commandé 22 de plus. Modèle mis à jour. Les bombardiers B-2 sont incroyables. Je n'ai jamais compris le bombardier B-2. Je le regardais, ces tunnels, et je n'ai jamais vraiment compris, Johnny. Je le regardais et je me disais que c'était magnifique, mais à quoi ça sert? Il transporte de très grosses bombes. Et il est allé en Iran et a totalement anéanti le potentiel nucléaire. Et quand ça s'est produit, tout à coup, nous avons eu la paix au Moyen-Orient. Car avant cela, un nuage noir planait sur la région. Si ça n'avait pas été fait, ce nuage serait toujours là. Des pays comme l'Arabie Saoudite, des pays comme le Qatar, personne n'aurait pu signer quoi que ce soit. Il y aurait eu cette menace. On n'aurait pas pu avoir la paix au Moyen-Orient. Donc maintenant, il se peut que nous devions aller un peu plus loin. Ou peut-être pas. Peut-être que nous allons conclure un accord. Vous le saurez probablement dans les 10 prochains jours. Oui. André, avant que nous passions à cette diapositive, nous avons appris par le Wall Street Journal que l'Iran a rejeté la proposition américaine présentée lors des négociations à Genève la semaine dernière. À la place, ils n'ont offert qu'une concession modeste sur leur programme nucléaire. Les responsables américains affirment qu'il est peu probable que l'impasse soit résolue. Tu vois ce qui se passe. Personne ne comprend le volet militaire de cette affaire aussi bien que toi. Le déploiement que les États-Unis essaient de mettre en place, cette énorme présence militaire en Asie occidentale, au Moyen-Orient. Quelle est ton analyse? Penses-tu qu'une attaque se prépare? Et dans quelle mesure les deux camps sont-ils prêts? Eh bien, nous devons définir cela tout de suite, car aux États-Unis, le sens du mot « guerre » est devenu presque mythologique. La dernière véritable guerre que les États-Unis ont menée, c'était le Vietnam, une guerre qui impliquait réellement des opérations terrestres. Je ne parle pas de démolir l'armée à moitié illettrée et fondamentalement arriérée de Saddam Hussein, alors que les États-Unis disposaient de plus d'1 semestre pour rassembler des forces de coalition et affaiblir un pays qui n'avait pas de véritable défense aérienne. L'Iran, c'est une toute autre histoire. La manière américaine de faire la guerre n'en est qu'une seule. Il y a un schéma, et tout le monde le connaît. Ils lancent simplement toutes les armes à distance dont disposent les États-Unis, puis prétendent qu'ils essayent de neutraliser les défenses aériennes. Pour une raison quelconque, ils pensent qu'ils sont doués pour ça. Et le problème ici, évidemment, c'est que la force que nous qualifions de massive ne l'est pas vraiment, en réalité. Si l'on y regarde de plus près, d'accord, ils disent que 2 groupes aéronavals seront présents. Très bien. Les groupes aéronavals, c'est bien, et chacun d'eux peut théoriquement déployer, eh bien ça dépend, mais disons environ 60 avions d'attaque du type F-18 et encore une fois des F-35. Donc, s'ils pensent pouvoir simplement pénétrer l'espace aérien iranien et utiliser des JDAM, ils risquent de tomber sur une vraie sérieuse surprise. Le plus probable, c'est qu'ils emporteront tous ces JASSM, qui sont des armes à distance de sécurité. La dernière version a une portée d'environ 900 km, et c'est ce qui permet aux porte-avions de rester à l'écart d'éventuelles frappes de missiles anti-navires iraniens. Mais ils disposent aussi, selon différentes estimations, d'environ 150 F-35 et de quelques autres appareils qui seront évidemment basés sur leur base en Jordanie. Cela peut sembler impressionnant, mais ça ne l'est pas vraiment quand on considère l'ampleur de l'Iran, la complexité du terrain et le fait que les États-Unis évidemment possèdent un certain stock de Tomahawk Block 5 et Block 4
Mais encore une fois, beaucoup de gens, eh bien, c'est là tout le problème. Évidemment, avec des gens comme Trump qui n'ont aucune idée de ce dont ils parlent. La dernière fois, même pendant le sabotage par Israël, le Mossad et la 5e colonne en Iran, la défense aérienne iranienne a été mise hors ligne puis rétablie en 10 à 15 heures. Et au moment où elle commençait à se remettre en ligne, elle fonctionnait déjà à environ 70% de son efficacité. Les Iraniens disposent donc d'une véritable défense aérienne, et il reste à voir ce qui va se passer. Mais tu sais quoi? Le schéma est toujours le même. Ils vont tout lancer, tout ce qu'ils ont. Mais encore une fois, les États-Unis sont incapables de soutenir des opérations à long terme. C'est à cause de leur très faible production dans le complexe militaro-industriel, des armes extrêmement coûteuses et inefficaces. Tu te souviens de la dernière attaque? Où ont-ils frappé? Un tiers des Tomahawks n'ont même pas explosé. Donc, c'est un problème complexe pour eux. Et puis, bien sûr, comme on peut le voir sur la carte, il y a plusieurs destroyers qui traînent dans le golfe Persique. Ce n'est pas une bonne idée, c'est le moins qu'on puisse dire. Et nous savons que l'Iran ripostera. C'était connu, et cela a été dit à Israël aussi. Vous allez y passer quoi qu'il arrive. Parce que, malgré le fait qu'Israël, comme d'habitude, mente, c'est ce qu'ils font. Ils mentent parce que c'est probablement ce qui leur a été prescrit, parce qu'ils se considèrent comme le peuple élu. Mais ils finiront par comprendre. La seule chose que l'Occident combiné sait faire, y compris les États-Unis, qui perdent toute leur guerre, c'est la communication, la manipulation, enfumer les gens. La réalité de tout cela mettra du temps à apparaître une fois la fumée dissipée. Mais encore une fois, je ne pense pas que les États-Unis aient les ressources nécessaires pour soutenir l'opération requise contre l'Iran. Et voici le problème, l'Ukraine. Certes, c'est pour cela que l'OTAN a été démilitarisée. Ils ont tout donné pour soutenir le régime terroriste de Kiev. Mais l'Ukraine, on peut la comparer en termes d'échelle, même si sa population est plus petite. L'Iran a une énorme population, environ 90 millions d'habitants. Donc les Russes, en 4 ans, ont augmenté le nombre d'armes à distance que l'industrie américaine n'a pas pu produire en 20 ans. Oui, donc, on verra bien. C'est ça le problème, tu vois. Mais apparemment, d'après ce que j'ai entendu, ou plutôt lu dans les médias, je suis, disons, un type de la synthèse, un gars du renseignement en source ouverte. Tu vois, je lis les journaux, les chaînes, tout ça, en triant toutes sortes de bruits informationnels. Mais apparemment, comme Larry Johnson l'a aussi souligné, il y a eu des généraux américains, des militaires américains, qui sont venus dire qu'il n'y avait aucune garantie de succès. On pourrait n'en rien tirer. Et ils pourraient détruire certains sites, y compris industriels et civils. L'OTAN est très douée pour attaquer des civils, et c'est à peu près tout. Nous devons simplement attendre et voir ce qui va se passer. Trump est évidemment dans une impasse. Quoi qu'il fasse, il est perdant, comme on dit, parce qu'il est contrôlé par Israël. Le Congrès est totalement contrôlé par Israël. Ainsi, les États-Unis ne sont pas un pays souverain. Ils n'ont pas de gouvernement américain. C'est essentiellement un gouvernement israélien qui agit en faveur d'Israël. Et donc, c'est probablement ce qui va se passer. Mais cela détruirait en gros la présidence de Trump, sans compter qu'il avait déjà essayé de le faire auparavant. Et encore une fois, gardons à l'esprit que les États-Unis sont incapables de mener des opérations interarmes de grande envergure, ce qui serait nécessaire dans ce cas s'ils envisagent une occupation, car l'Iran n'est pas l'Irak. Beaucoup de gens ne comprennent même pas leur propre bête. Le seul espoir des États-Unis, et tu le sais mieux que moi bien sûr, c'est la 5e colonne à Téhéran, principalement. Et c'est à peu près tout. Voilà le schéma. C'est la planification stratégique au niveau maternel, primitive, du Pentagone et de la CIA.
Bon, pendant les 20 à 25 premiers jours, on balance tout ce qu'on a. Ensuite, voyons s'il y aura une mutinerie. La 5e colonne, la CIA, intervient, essaye de renverser le régime, et les choses continuent. Et oui, les États-Unis ne peuvent pas soutenir une opération au-delà de 35 à 45 jours environ. Après cela, il manque de presque tout. Et évidemment, les États-Unis ont une peur bleue de mettre de vraies troupes au sol, car cela finirait mal. André, voici l'image qui montre la portée des missiles iraniens d'environ 300 à 2500 km. Alors, selon toi, quelle serait la stratégie de l'Iran? Supposons que les États-Unis commencent à attaquer l'Iran, essentiellement les bases militaires ou les lanceurs de missiles. Serait-ce la première action de la part des États-Unis? Comment l'Iran réagirait-il à cela? Tu as tout à fait raison. Ils vont probablement essayer d'attaquer les sites qu'ils ont déjà reconnus. Et évidemment, ils voudront neutraliser les défenses aériennes. Et voilà le problème. Au moment où ça commence, la Jordanie est touchée, Israël est touché, et chaque base américaine dans la région est touchée. Je ne connais pas le nombre de missiles que l'Iran a produits récemment, depuis la dernière fois, mais il y en a apparemment beaucoup, d'accord? En plus, beaucoup de gens ne réalisent toujours pas une chose, malgré toutes ces déclarations tapageuses sur le fait d'éliminer le Hezbollah et tout le reste. Eh bien, la vérité, c'est qu'il existe encore un réseau très développé du Hezbollah et des services spéciaux iraniens, directement iraniens, dans la région, qui peuvent jouer un rôle important en matière de reconnaissance, de sabotage et d'autres activités de ce genre. Donc, il faut attendre et voir. Mais oui, nous sommes clairement dans ce qu'on appelle, dans le jargon militaire russe, le jargon professionnel militaire russe, la période de menace. C'est ainsi qu'on l'appelle, la période de menace. Et après cela, il faudra attendre et voir jusqu'où cette échelle d'escalade nous mènera. Mais les États-Unis essaient évidemment de faire tout ce qu'ils peuvent maintenant pour atténuer leur réaction. Mais encore une fois, écoutez, c'est Trump. C'est une administration qui ne fonctionne pas en se basant sur les intérêts nationaux américains. Donc il va commettre cet acte qui sera abominable et ensuite nous devrons attendre et voir. Mais oui, l'Iran, c'est ce dont nous sommes sûrs. La Russie fournit à l'Iran du renseignement, des alertes précoces et des choses de ce genre. Donc nous verrons bien. Je ne sais pas non plus ce que la Russie et la Chine livraient là-bas, surtout la Chine, car il y a eu environ 50 vols de leurs avions de transport. Pour l'instant, ce ne sont que de pures spéculations. Oui. Et qu'en est-il? Vous avez mentionné que les JASSM ont une portée de 900 km. Qu'en est-il des systèmes de défense aérienne de l'Iran? S'ils sont russes ou produits localement, quelle est la portée de ces systèmes? Eh bien, ce n'est pas une question de portée. Peu importe si cela intercepte un JASSM à 20 km ou à 5, il est quand même intercepté. Il ne fait pas de dégâts. Donc le JASSM, encore une fois, oui, les États-Unis sont obsédés par cette histoire de furtivité, évidemment, ce qui est totalement surestimé. Et vous savez, ne vous y trompez pas, les Russes utilisent eux aussi des technologies militaires furtives. C'est juste que cela réduit la portée de détection et des choses de ce genre. Et cela dépend aussi de l'hémisphère, généralement le frontal, où c'est furtif. Quand c'est de côté, on peut facilement le voir, tu sais. Et c'est exactement ce qui se passe quand on conçoit un système de défense aérienne. Ces soi-disant pièges de défense aérienne. Des configurations triangulaires qui permettent de détecter même les cibles les plus difficiles. Donc oui, il y a des professionnels là-bas, ils savent ce qu'ils font, et encore une fois, on ne sait pas exactement ce qui a été fourni à l'Iran.
Il y a évidemment le Resonance, quelques radars Resonance. Ils ont une portée d'environ 1000 km contre des cibles aériennes et ils peuvent détecter les appareils furtifs, sans problème. Donc oui, l'Iran en possède. Et bien sûr, les Russes fourniront très probablement l'alerte précoce. Oui, et cela inclut-il les séparatistes? Non, non. La composante de surface de la marine russe, avec les Chinois, effectue actuellement des manœuvres dans cette zone. Il y a une corvette russe, Stoïki, qui a fait escale au port de Bandar, donc il y a bien une présence là-bas. Mais encore une fois, il faut comprendre. Vous souvenez-vous de ce que Vladimir Poutine a dit il y a environ 6 à 8 mois? Je ne me souviens plus exactement, mais je vais citer. On peut facilement le retrouver dans les actualités et sur le site du Kremlin. Il a déclaré « Nous avons proposé à l'Iran une coopération en matière de défense aérienne. L'Iran a refusé à ce moment-là. » C'est une citation directe de Vladimir Poutine. Donc je veux dire, ont-ils changé d'avis depuis? Très probablement, oui. Mais ont-ils eu assez de temps pour le faire? Je ne sais pas. Vous savez, n'oubliez pas, vous le savez aussi bien que moi, qu'il existe une certaine faction libérale, pro-occidentale, au sein du gouvernement iranien. Elle n'est peut-être plus aussi influente qu'avant, mais malgré tout, elle veut jouer à ce jeu. D'une certaine manière, l'Iran doit jouer à ce jeu des négociations. Oui, négocier jusqu'à la fin des temps. Rien de mal à cela. Mais il y a aussi une compréhension, et je suis d'accord avec M. Alastair Crooke, ou Sir Alastair Crooke, comme j'aime l'appeler, ou Larry Johnson, ou d'autres observateurs de la région, que l'Iran parle encore à partir d'une position de force. Ils savent que les États-Unis sont plutôt fragiles sur cette question. Et encore une fois, n'oubliez pas, ce n'est pas ainsi que se mènent les vraies guerres. Les États-Unis, comme toujours, c'est un peu, vous savez, du vent et du bluff. Nous allons vous détruire. Tout ce discours grossier, ce bavardage de façade, comme ils le font d'habitude avant leur match de boxe ou de MMA. Mais la réalité, c'est que c'est ce que tu veux montrer quand tu es sur le ring. Et laisse-moi le dire ainsi. Le véritable bilan militaire américain n'est pas impressionnant sur le ring. Ils n'ont jamais affronté de véritables ennemis comme l'Iran dans une bataille frontale. Ils ont essayé une fois, tu te souviens, il y a quelques années? Par exemple, il y avait un officier danois sur l'une des bases aériennes qui a été touché par des missiles iraniens. Il pleurait. C'est incroyable. Ils étaient en état de choc, évidemment. Les États-Unis ont immédiatement tenté d'étouffer ce qui s'était passé, mais nous savions qu'il y avait eu un certain nombre de commotions graves. Ils ont dû être rapatriés aux États-Unis, des dizaines et des dizaines d'entre eux, beaucoup de gens. Alors, y a-t-il eu des morts? Les États-Unis ne peuvent pas supporter les pertes. C'est impossible. Elle n'a jamais été préparée à cela. L'armée des États-Unis n'est pas conditionnée à combattre et à subir des pertes. Point final. C'est aussi simple que ça. Donc, comme vous le comprenez, les Iraniens le comprennent aussi. Et il faut bien comprendre que les Iraniens sont très conscients du fait que si les États-Unis décidaient d'une manière ou d'une autre de déployer des troupes au sol, ce serait la fin de l'administration Trump et notre système politique s'effondrerait. Parce que le Vietnam, à côté de ça, ce serait une promenade de santé. Donc, on revient à la case départ. Lançons tout ce que nous avons. Armes à distance, reconnaissance des cibles, frappe, et voyons ce qui se passe. La plupart du temps, ce que nous entendons des médias traditionnels et dans une certaine mesure des médias alternatifs, c'est que si les États-Unis attaquent, ils vont détruire des infrastructures, blesser des gens, tuer des gens, et que le nombre de victimes va augmenter. Mais personne ne parle de ce qu'ils ont pour se défendre contre les Iraniens. Vont-ils se défendre avec des Patriots? Combien de batteries Patriot y a-t-il réellement sur place?
Le Patriot, c'est une blague. Je veux dire, il peut intercepter certains avions. Mais quand il s'agit de cibles rapides ou même balistiques, même s'il était excellent au début, eh bien, il est évident que l'Iran dispose de blocs manœuvrables qui changent de trajectoire lors de la rentrée. Donc, on peut les qualifier provisoirement d'hypersoniques, mais ce ne sont pas vraiment des armes hypersoniques, car elles suivent encore une trajectoire balistique classique. C'est juste qu'elles descendent, tu vois, parfois en spirale. C'est une cible difficile pour eux. Et pour le reste, tu te souviens de la performance du THAAD en Israël? En une semaine, ils ont épuisé environ un tiers de leurs munitions THAAD. C'est tout simplement ridicule. Mais oui, ils ont peut-être réussi à en remplacer une partie. Mais c'est tout. C'est tout ce qu'ils ont. Ils ont le Patriot et le THAAD, et c'est tout. Eh bien, évidemment, en ce qui concerne leurs destroyers, c'est pour cela qu'ils les ont déplacés dans le golfe Persique, pour créer une sorte d'écran dans la direction générale des frappes de missiles iraniennes. Ils pensent que, vous savez, les SM-2 et SM-6 pourraient intercepter ces missiles. Mais quand vous en avez des centaines qui volent, même avec 3 destroyers, même si 80% de leurs 96 cellules sont chargées d'armes de défense aérienne et antimissiles, qu'est-ce que cela donne? Au mieux, probablement 200 missiles. Peut-être 250 missiles antibalistiques et anti-aériens, SM-6 et SM-3, et ils finiront par en manquer de toute façon. Pendant ce temps, l'Iran en a des milliers. Et encore une fois, beaucoup de gens oublient une chose. L'Iran possède des missiles de croisière. Et ceux-là volent très bas. Et puis, bien sûr, il y a les missiles anti-navires. Quoi que l'Iran ait reçu, je n'en sais rien. Encore une fois, ne vous y trompez pas. Même si l'Iran les a obtenus en premier, les Russes ne le feront pas, n'est-ce pas? Je ne sais pas s'ils vont leur donner, disons, le P-800 Onyx avec la portée étendue que les Russes utilisent, environ 1000 km. Mais même si c'est 300 km avec le Bastion, c'est déjà suffisant pour semer le chaos dans le golfe Persique. Et c'est pourquoi nous faisons face à une situation très fragile, très incertaine pour les forces américaines là-bas. Dieu nous en garde. Nous ne voulons pas que les deux camps, vous savez. Mais les militaires américains, eux, ne font qu'obéir aux ordres et ils feront tout ce qu'on leur dira de faire. Et alors, tout pourrait exploser. Et ensuite, Trump sera encore plus acculé. Et encore une fois, ce n'est pas un stratège, pas plus que les gens du Pentagone ou de la CIA. Ils ne savent pas ce qu'est une véritable stratégie.